Peut-on comprendre Albert Camus sans l'Algérie? Peut-on lire L'étranger, La peste, Noce, Le premier homme, sans entendre, en arrière-plan, la lumière sèche d'Alger, les pierres chaudes de Tipaza ou le silence brûlant du désert? L'Algérie est omniprésente dans l'œuvre de Camus. Elle est sa terre natale, sa mémoire la plus vive, son point d'ancrage esthétique, mais aussi son lieu de fracture, de douleur, d'incompréhension. Bienvenue sur la librairie algérienne dans cette vidéo, je vous propose un voyage à travers les textes de Camus pour y lire autrement ce pays qu'il a tant aimé, qu'il a tant regardé, mais qu'il n'a jamais totalement nommé comme tel, une exploration d'un écrivain algérien d'origine française, écartelé entre la beauté d'un monde vécu et la complexité d'une histoire coloniale qu'il n'a jamais complètement affrontée. Avant d'être un écrivain engagé, Camus est un homme de sensations, de lumière, de terre. Et cette sensibilité prend racine dans son Algérie natale. Il naît en 1913 à Mondovi, un village de la région de Beaune, aujourd'hui Annaba, dans une famille pauvre de colons européens. Sa mère est analphabète, presque muette. Son père meurt à la guerre. Il grandit dans les quartiers populaires de Bellecour, à Alger. La misère y est réelle, mais la mer, le ciel, la pierre, les parfums y sont partout. Et très tôt, Camus apprend à voir cette enfance méditerranéenne est la source première de son rapport au monde. Il en parle dans L'Envers et l'Endroit, la première œuvre publiée sous son nom en 1937, recueil de textes brefs et puissants. Dans Noce, publié en 1938, puis dans L'été, publié en 1954, il célèbre la nature algérienne, les ruines de Tipassa, les collines brûlantes, les plages d'Alger. Le bonheur chez Camus n'est pas une abstraction morale. Il est dans le corps, dans la communion avec le paysage, dans l'accord entre l'homme et le monde. Cette Algérie-là, ce n'est pas encore une terre de conflit. C'est un socle existentiel, une patrie sensible. C'est l'Algérie des sensations, pas encore celle des fractures. Et c'est justement cette Algérie-là, solaire, sensuelle, intemporelle, que Camus continuera à rechercher même dans ses œuvres les plus sombres. L'Algérie est pour lui l'origine du style, une écriture blanche, épurée, tendue vers la lumière comme dans L'étranger. C'est une esthétique née du climat, du sable, du vent, du silence. Mais très vite, cette beauté va se heurter à l'histoire, et ce rapport intime à la terre va se fissurer. À mesure que son œuvre gagne en notoriété, l'Algérie de Camus se transforme. Elle ne disparaît pas, mais elle devient allégorique, diluée, parfois presque invisible. Dans L'étranger, publié en 1942, l'Algérie est bien là, mais à l'arrière-plan. Le soleil est accablant, la mer est brûlante, la plage est le lieu du drame, mais les rapports de domination sont tus. L'arabe tué n'a pas de nom, pas de visage, pas de voix. Ce silence a beaucoup été critiqué, notamment par Édouard Saïd, comme un exemple de l'effacement du colonisé dans la littérature coloniale. Camus, en refusant de commenter l'acte de Meursault, ne justifie pas la violence, mais il ne la contextualise pas non plus. Le meurtre devient un geste absurde, universel, mais dans un contexte politique très réel. Dans La peste, publié en 1947, le décor est encore plus abstrait, Oran devient une ville générique, écrasée par une épidémie. Les Arabes y sont quasiment absents, sinon comme silhouette. Camus cherche l'universalité. Il veut parler de la résistance au mal, de la solidarité humaine face à l'absurde. Mais là encore, ce choix d'un universel sans ancrage, historique précis fait débat, à une époque où l'Algérie coloniale souffre de misère, de répression et d'inégalité, cette neutralité littéraire est perçue comme un effacement involontaire des réalités coloniales. L'exil et le royaume, paru en 1957, est peut-être son recueil le plus complexe sur ce point. Dans des nouvelles comme L'hôte ou La femme adultère, l'Algérie revient dans sa vérité géographique. Désert, montagne, tension entre colons et colonisés. Et pourtant, même là, Camus maintient une certaine distance. Dans L'hôte, un instituteur français doit choisir de livrer ou non un prisonnier arabe à la gendarmerie. Ce dilemme moral, individuel, éthique, ignore la dimension politique et historique. Il est vécu dans la solitude. Camus ne tranche pas, ne condamne pas, il interroge. Ce qu'il cherche, ce n'est pas une vérité idéologique, mais un espace intérieur de conscience. Mais ce choix, littéraire, philosophique, a un prix. Il éloigne Camus des réalités algériennes telles qu'elles sont vécues. Ces récits sont donc traversés par une tension. L'Algérie est là, comme décor, comme souffle, comme matière, mais elle est toujours en retrait dès qu'il s'agit d'affrontements, de luttes, de colère. Camus écrit depuis l'Algérie, mais il n'écrit pas l'Algérie des Algériens. Et c'est là toute la complexité. En 1954, quand éclate la guerre d'indépendance en Algérie, Albert Camus est au sommet de sa renommée. Il est prix Nobel en puissance, reconnu dans le monde entier, et il est algérien. Mais sa position est fragile. Il se veut médiateur, homme de paix, pris entre deux fidélités impossibles, à la terre de son enfance, à sa mère, à ses racines, et à ses valeurs de justice, de liberté, d'émancipation.
Très tôt, il dénonce les inégalités sociales et politiques imposées aux Algériens musulmans, notamment dans ses articles de 1939 sur la misère de la Kabylie publiés dans Alger républicain. Il y parle de famine, d'écoles inaccessibles, de répression brutale. Pourtant, en 1954, il refuse de prendre parti entre le FLN et l'État français. Il ne cautionne ni les attentats, ni la torture. Il déclare « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi le terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. » Cette phrase, prononcée à Stockholm en 1957, après la remise de son prix Nobel, deviendra le symbole de son impasse politique. Pour certains, elle reflète son humanisme tragique. Pour d'autres, elle révèle un aveuglement, une incapacité à rompre avec la colonisation. Camus propose alors une trêve civile, une suspension des violences visant les civils des deux côtés. L'appel est un noble, mais il est ignoré, moqué, balayé par la brutalité du conflit. Il est isolé à gauche comme à droite, détesté par les ultras et par les indépendantistes. Dès lors, il se tait. Il n'écrit plus sur la guerre. Il entre dans une forme de retrait intérieur, de silence douloureux. Mais ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est celui d'un homme brisé, incapable de choisir entre deux injustices. Camus a défendu un impossible équilibre. Il n'a pas été du côté des bourreaux, mais pas non plus de celui des insurgés. Il a refusé la simplification et il en a payé le prix, celui d'être perçu comme un étranger des deux rives. En 1959, alors qu'il se sait incompris, isolé, presque banni des grands débats de son époque, Camus se tourne vers l'écriture la plus personnelle. Il entreprend Le Premier Homme. Ce roman, resté inachevé en raison de sa mort brutale, en janvier 1960, devait être son œuvre la plus intime, la plus algérienne. Il ne voulait plus écrire une fiction sur l'homme en général, mais sur l'homme qu'il a été. Un récit d'enfance, de pauvreté, de silence, d'éveil. Le Premier Homme, c'est l'histoire de Jacques Cormery, double de Camus, élevé dans un quartier populaire d'Alger par une mère analphabète très proche de la sienne. C'est le récit d'un jeune garçon sauvé par l'école, émerveillé par la lumière et marqué par l'absence d'un père mort à la guerre. Mais c'est aussi un roman où Camus commence à regarder l'Algérie en face. Il évoque Sadoc, son ami arabe d'enfance, avec lequel il partage des jeux, un monde, une langue. Pour la première fois, Camus aborde la fracture coloniale non plus par le prisme de l'universel, mais par la mémoire, l'intime, la nuance, sans discours, sans slogan. Il montre une société composée de dominés et de dominants, de misères parallèles mais inégales. Il ne cherche pas à les réconcilier par la politique, mais par la reconnaissance de l'humanité de chacun. Ce roman est son dernier lien vivant avec l'Algérie, un effort de compréhension tardif, mais sincère. Le Premier Homme n'est de ni une justification, ni un mea culpa. C'est une tentative, raconter une Algérie de chair et de sang, d'enfance et de silence, de beauté et d'injustice. Camus meurt avant de l'achever, mais ce manuscrit posthume, publié en 1994, donne une nouvelle lumière à toute son œuvre. Il montre un écrivain qui, au crépuscule de sa vie, cherche enfin à combler le vide qu'il avait laissé. Alors, Camus, écrivain algérien, il l'était par la naissance, par le paysage, par la langue, par le soleil. Mais il ne l'a pas été par l'engagement politique, ni par le regard porté sur l'autre. L'Algérie traverse toute son œuvre comme une lumière fidèle, un silence gênant, une blessure non refermée. Il l'a magnifiée dans Noces, effleurée dans l'étranger, transfigurée dans la peste, interrogée dans l'hôte, et enfin retrouvée dans le Premier Homme. Comme on revient à un lieu qu'on a quitté sans dire adieu. Camus n'a pas su parler avec les Algériens, mais il a écrit depuis l'Algérie. Et c'est là que son œuvre vibre encore, dans cette tension entre beauté et injustice, entre appartenance et éloignement, entre fidélité et fuite. Ce malaise n'est pas une faute, mais une vérité humaine, douloureuse, qu'il n'a jamais niée, même lorsqu'il se taisait. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la librairie algérienne pour découvrir d'autres écrivains, d'autres voix, d'autres fragments de cette mémoire. Partagez et dites-moi en commentaire, Camus est-il pour vous un écrivain algérien ?